Bonjour, je suis Florence Tinard. Je suis auteure pour la jeunesse. J'écris des documentaires pour expliquer le monde d'aujourd'hui et peut-être permettre aux lecteurs, une fois qu'ils ont mieux compris, de mieux prendre leur place dans ce monde. Et puis de romans, j'en ai écrit une vingtaine à ce jour. Et je suis très contente de faire partie de ce projet Kisara. Quand j'ai vu l'album, d'abord j'ai été émerveillée parce que je le trouve très beau. Et puis ensuite, j'ai mieux compris pourquoi quelquefois je me sens aussi en relation avec une grenouille dans mon jardin ou avec les poissons dans la mer et avec des lézards et toute cette vie et tous les oiseaux qui vivent autour de nous, mais avec nous. Et on fait partie intimement de cette nature qui est notre mère à tous, je crois, puisque le livre le raconte très très bien. On est passé par tous ces stades et moi je le ressens très très fortement. Alors particulièrement avec les poissons, c'est vrai, et je crois que j'ai su nager avant de savoir marcher. J'ai eu la chance de naître au bord de l'océan et d'avoir des parents qui aimaient beaucoup faire du bateau, donc j'ai fait beaucoup de bateaux avec eux pendant toutes les vacances. C'était une très très grande chance et ça m'a permis de connaître l'océan et ses habitants. Et là, vous ne le voyez pas, mais sous la table, là, j'ai une très très belle queue de sirène. Et quand l'éditrice de Sara Saurin de Camelo Zampa m'a proposé de participer à ce projet, j'ai tout de suite pensé, je me suis souvenue que quand je nageais dans la piscine, parce que j'ai beaucoup nagé en piscine, il y avait des moments où j'avais l'impression d'être un grand requin blanc et je voyais les jambes des autres nageurs et je me disais ça doit faire cet effet-là quand on voit de la nourriture comme ça qui s'agite à la surface, on doit avoir très très envie d'y croquer. Bon, je n'ai jamais croqué dans un nageur, je vous rassure. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle en italien Meno male che il tempo era bello, qui s'appelle en français Encore heureux qu'il ait fait beau, que voici, et dont j'aimerais vous lire un passage qui est justement attrait aux poissons, puisque c'est l'histoire d'une classe qui en fait est partie travailler dans une bibliothèque, la bibliothèque de son quartier avec son professeur de technologie, voilà, il travaille plus ou moins, et au moment où il s'apprête à sortir dehors, on entend un énorme bruit dans le quartier et toutes les lumières s'éteignent, ils sont prisonniers dans cette bibliothèque. Quand il s'apprête à sortir sur le perron, il y a de l'eau tout autour et le directeur de la bibliothèque dit bon bah on va attendre que les pompiers viennent nous chercher et puis chacun rentrera chez nous quand tout sera chez soi quand tout sera fini. Et en fait ils attendent tellement longtemps qu'ils s'endorment tous dans la bibliothèque. Et quand ils se réveillent le lendemain matin, la bibliothèque avance comme un paquebot dans l'océan. Ils sont prisonniers là-dessus comme sur une île déserte, il n'y a plus une terre en vue alentour et ils vont devoir survivre. Et donc, ils se mettent à la pêche. Et j'aimerais vous lire ce passage où, en fait, le professeur en profite pour leur faire une petite leçon d'anatomie. Et le chapitre s'appelle « Qu'y a-t-il dans un poisson ?» Ils se réveillèrent tôt, tirés du sommeil par un soleil éclatant. Après un petit déjeuner qui engloutit les dernières bouteilles de jus de fruits et 2 boîtes de gâteaux secs, Madame Pérez, qui est la femme de ménage de la bibliothèque, insista pour qu'ils se lavent les mains à l'eau de mer bien que le savon n'y mousse à guère et pour leur donner à chacun un bon coup de peigne. Lorsqu'ils furent bien propres et présentables, Yvon d'Aubigny annonça que le cours du matin porterait sur l'anatomie des poissons. Les exercices pratiques consisteraient donc à disséquer un de ces bestiaux, à en extraire les viscères et à en étudier les squelettes et les organes. Sur le perron de la bibliothèque, dont la mer léchait les dernières marches, il installa une table, aiguisa soigneusement quelques couteaux de cuisine et s'enveloppa la main gauche de chiffon. Ses élèves eurent beau pousser des cris d'horreur, le professeur tira la dorade du seau de pêche. Saisie par la queue, la dorade se débattit avec énergie. Son corps trapu projeta une pluie de gouttes et d'éclairs argentés dans le soleil du matin. Le professeur coucha le poisson sur la table. Vif et précis, il lui trancha la tête au niveau des ouïes, expliquant qu'il coupait ainsi ses centres nerveux et lui évitait des souffrances. Rosalie épiait l'opération entre ses doigts écartés. Salima ravalait ses larmes. La dorade eut encore quelques soubresauts réflexes, puis la vie la quitta.
Yvon d'Aubigny fendit le ventre du poisson et l'ouvrit largement au regard. Eunice prit une jolie couleur verte et manqua rendre son petit déjeuner à la mère. Partagés entre le dégoût et la fascination, les autres se penchèrent sur l'intérieur mystérieux de l'animal. « Alors, qu'observez-vous » demanda le professeur. « Du sang, des boyaux, des tripes. Oh, ça pue !»« Alors, quels sont ses organes à votre avis ?»« Son estomac, ses intestins, son cerveau. »« Son cerveau, comme pour la plupart d'entre nous, est dans le crâne, » ironisa le professeur. « Cette poche est l'estomac, là les branchies, par lesquelles le poisson respire. Ici, vous voyez son cœur et son foie. Il contient un liquide très amer. Nous devons l'enlever pour qu'il ne donne pas mauvais goût à la chair. »« Pas parce qu'on va le manger après » balbutia Eunice. « Bien sûr, nos réserves de nourriture diminuent très vite et ces poissons sont vraiment les bienvenus. »« Ah, je pourrais pas avaler ça. »« Mais voyons, tu as déjà mangé du poisson. Il y en a une fois par semaine à la cantine. »« C'est pas pareil, c'est du poisson tout carré, tout blanc, tout propre. Sans doute du cabillaud ou du colin, un poisson qui n'est pas très différent de celui-ci. » À cette pensée, Eunice frissonna. « Et que pensez-vous de ce petit ballon de chair ici sous l'arête centrale ?»« Il a avalé un chewing-gum » proposa Kevin. « Gros malin, il s'agit de sa vessie natatoire. C'est un petit sac rempli de gaz qui permet au poisson de changer de profondeur sans effort. Plus il gonfle sa vessie, plus il remonte à la surface. Plus il la vide, plus il descend vers le fond. En fait, il plonge en pétant, chuchota Kevin à l'oreille de Turgut qui pouffa et s'empressa de transmettre la blague à son voisin. Voilà, j'enlève ce long vaisseau rempli de sang noir collé à la colonne vertébrale, poursuivait Yvon d'Aubigny. Il ne reste plus qu'à laver cette belle dorade à l'eau de mer, à gratter ses écailles et à la cuire. On va la griller sans qu'y abîme ? Oui, c'est plus simple. Maintenant, je vais zigouiller proprement le reste de notre pêche et vous viderez vous-même ces poissons. Les réactions allèrent du hoquet de frayeur au cri de dégoût en passant par la grimace de révulsion. « Mes enfants, dit le professeur, l'heure est venue d'apprendre que la nourriture n'apparaît pas par magie dans les supermarchés. La viande que nous mangeons vient toujours d'un animal que quelqu'un a tué. »« Je ne mangerai plus de viande. Jamais, je le jure, » déclara Eunice toute pâle. « Qu'est-ce que tu mangeras alors » demanda Fatou. « Des chocosmocs, des pommes, de la salade. » Ici, du bras, Fatou décrivit un large cercle vers l'horizon. Tout autour d'eux, mouvant et scintillant, se déployait le grand océan. « Moi, j'ai pas envie de mourir de faim, » affirma-t-elle. « Mon grand-père au Sénégal, il est pêcheur. Quand les bateaux rentrent, il vide les poissons sur le sable. C'est pas difficile. » Elle s'empara d'un couteau, attrapa un bar au dos gris et planta sans hésitation la lame dans son ventre blanc. Voilà, comme quoi on est relié au poisson par plus d'un lien. On a été poisson et on mange des poissons et quelquefois les poissons nous mangent.